Bonjour à tous, bienvenue dans le tout premier numéro de Studio 404, l'émission boîte à outils qui décrypte les tendances et les bonnes pratiques des sites internet. Accessibilité, mobilité, ergonomie, HTML5 et j'en passe. Chaque mois, nos deux professionnels de Gaïa, la nouvelle agence, viendront apporter leur lumière sur tous ces thèmes sur ce plateau. A tout de suite. Tous les mois, nos deux professionnels, André Agide et Sébastien Priolet de Gaïa, la nouvelle agence, viendront décrypter pour nous des problématiques liées au site internet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc vous êtes les patrons de Gaïa, la nouvelle agence. Dans un premier temps, André, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cette agence? Bien sûr, on a créé Gaïa il y a un peu plus de 10 ans. Notre métier, c'est de faire des sites internet, des plateformes digitales, du conseil sur tout ce qui est lié au web, à trait au web pour nos clients. Vous êtes combien dans cette agence? Alors, nous sommes 25, nous sommes structurés en 3 studios, un studio de conseil, un studio de création et de développement d'interface homme-machine et un studio de développement informatique. Et alors, quelles sont les spécificités de Gaïa par rapport à toutes les autres agences? Alors c'est très difficile de dire qu'on a une spécificité par rapport à d'autres agences. Notre métier, c'est véritablement de développer des sites internet qui soient aujourd'hui accessible sur tous les supports, sur toutes les plateformes. On a commencé il y a 10 ans en travaillant énormément sur les problématiques d'accessibilité, c'est-à-dire permettre à tous les publics, quels que soient les outils qu'ils utilisaient à l'époque, y compris pour les publics handicapés, d'accéder aux sites que nous développions pour nos clients. Aujourd'hui, ces problématiques ont évolué sur la qualité des interfaces que l'on développe pour qu'elles soient utilisables aussi sur bien… Tous les supports. Exactement, sur une télévision, les sur tablettes, les tablettes, les smartphones. Et vos clients alors? Qui sont-ils? Alors, nos clients sont des clients avec lesquels nous travaillons depuis très longtemps, puisqu'on a une relation de long terme avec nos clients. C'est le musée du Quai Branly, c'est Saint-Gobain, c'est le groupe Metro Cash & Carry, que l'on a accompagné d'un site institutionnel au commerce électronique. Donc là, le digital a bouleversé complètement leur modèle économique. Voilà, ce sont des clients pour qui l'on transforme une présence physique en une nouvelle stratégie digitale assez innovante d'une manière générale. On parlait des différentes plateformes tout à l'heure. C'est justement le sujet du focus du mois. On va parler du responsive design. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler du responsive design, mais Sébastien, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu barbare? Alors le responsive web design d'ailleurs, ou pour ne pas choquer nos amis puristes de la langue française, le design adaptatif, le web design adaptatif, c'est l'expression qui commence à prendre en langue française. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un mode de conception et de développement de sites web qui va faire que le site va adapter son interface, sa présentation, à la résolution et à la taille de l'écran sur lequel il est consulté. Pour le dire autrement, un même site, quand je le consulte depuis mon PC du bureau ou depuis mon smartphone pendant que je suis dans le bus et que je rentre chez moi, ou depuis ma tablette quand je suis sur mon canapé à la maison, le même site va avoir un mode de présentation un petit peu différent parce qu'il va détecter qu'il est sur un écran d'une certaine taille et d'une certaine résolution. Et donc, il va réorganiser les différents contenus de la page pour que la présentation soit la plus jolie, la plus agréable possible pour l'utilisateur sur cet écran de cette taille-là. Donc, c'est un site qui va s'adapter un peu automatiquement aux différents supports. En quoi c'est différent d'une simple application ou d'un site mobile? Alors, c'est une démarche totalement différente en fait. Effectivement, la question du responsive web design, quand est-ce qu'elle se pose? Elle se pose quand la question de et en mobilité, qu'est-ce qui va donner notre site? Je ne parle même pas de est-ce qu'il faut aller sur le mobile avec notre site web? Ça, c'est une question qui est tranchée depuis longtemps. Oui, il faut que le site soit accessible depuis un mobile. Et quand je dis mobile, donc c'est aussi bien les smartphones que les tablettes. Donc, ensuite, une fois qu'on sait qu'il faut y aller, il y a effectivement plusieurs approches possibles. Il y a les applications, il y a ce qu'on appelle les sites mobiles et il y a le responsive web design. Ce sont 3 approches différentes. Elles ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc, la question à se poser, en tout cas auquel on aide les clients à répondre quand ils viennent nous voir, c'est laquelle de ces approches il faut privilégier en fonction de leurs objectifs, de ce qu'ils veulent faire et de ce qu'est leur site. Concrètement, le responsive web design, ça veut dire aussi, pour revenir un petit peu là-dessus, de la façon dont ça marche, c'est que la page du site internet va être grosso modo structurée sur une grille. Et
Pour l'illustrer simplement, on verra des exemples tout à l'heure, il faut imaginer qu'un écran de PC, c'est organisé sur 4 colonnes. C'est large, il y a 4 colonnes. Un iPad, on commence déjà à être sur 2 colonnes, et un smartphone, il faut considérer ça comme une colonne. Le principe du responsive web design, c'est qu'il va prendre la page, la structurer sur une grille de cases, et qui va ordonner, le code va ordonner à ces cases de se redisposer d'une certaine manière, les unes au-dessus des autres, voire certaines qui vont être masquées, au fur et à mesure qu'on passe d'une structure à 4 colonnes, ou 2 colonnes, ou une colonne. Mais je pense que là, c'est peut-être le moment de regarder quelques exemples de sites. Alors allons-y, Sébastien, montrez-nous un petit peu en image. Alors, il y a des sites qui sont très très connus et qu'on trouve sur comme référence de magnifiques sites en web design. Là, on en a choisi un qu'on peut montrer. Alors, pour voir assez simplement si un site est en web design, il y a une petite astuce, même si on n'a pas la tablette, le PC et le smartphone. C'est sur son PC de prendre sa fenêtre de navigateur et de juste diminuer à l'aide de sa souris la taille de la fenêtre du navigateur. Et en la diminuant légèrement, comme ça on va voir que là, tout d'un coup, la structure des informations a changé. Se modifie automatiquement. Et là, hop, encore une fois, on n'est plus que sur une colonne, on est en mode smartphone. Et on a vu que tous les éléments se sont réarrangés au sein de la page, sans rechargement de page, pour offrir le confort de la lecture le plus grand. Alors tout à l'heure, justement, on disait qu'on pouvait aussi avoir d'autres démarches, comme l'appli ou juste le site mobile. Dans quel cas il est préférable d'aller plus vers l'un ou vers l'autre? Est-ce qu'il y a aussi une question de coût ou, Dans tous les cas, il faut savoir qu'il y aura surcoût. On va se mentir, on va mentir à personne, il y a un surcoût. Mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on offre? Une application, ça va être plutôt la voie à choisir quand on a vraiment un service à rendre. Ça peut être un petit outil, un petit moteur de recherche spécial, etc. Là, ça vaut le coup de faire une application. Ça n'a aucun sens de redévelopper un site institutionnel sous forme d'application, par exemple. Le site mobile, lui, il va avoir plus d'intérêt quand on veut continuer à proposer sur mobile un petit peu des contenus qu'on a, voire des outils, mais on ne veut pas être très contraint par le responsive web design. Le problème du responsive web design, on en a parlé un petit peu avec la grille, c'est que ça fait une ergonomie qui est quand même très très contrainte. Et en termes de créativité, on est un petit peu limité. On a une créativité un petit peu bridée, ce qui peut être frustrant pour certains clients. Ça n'est jamais qu'une réorganisation d'éléments existants juste sous une autre forme. Est-ce que ça demande plus de compétences techniques ou pas du tout que les autres Ce sont des compétences différentes. En l'occurrence, un site mobile, c'est assez facile à développer, mais par contre, on redéveloppe tout. On redéveloppe un petit site, pas forcément avec tous les contenus, toutes les rubriques, etc. Mais il faut repenser, alors qu'est-ce qu'on met dans ce site mobile? Il faut refaire une ergonomie. On peut, pour le coup, là, faire une nouvelle charte graphique spéciale pour le mobile. C'est un mini projet à côté, avec les coûts qui vont avec. Le responsive, c'est vraiment le même site. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir commencer à se dire « Ah bah tiens, je veux que mon site il soit bleu sur le web et vert sur le mobile en responsive ». C'est vraiment une adaptation de la charte existante, ce qui peut être un petit peu frustrant pour des clients qui ont envie d'avoir des choses très différentes sur le mobile et sur le web. Alors on a d'autres critères qui gouvernent ce type de choix. Une application pour iPhone, par exemple, ça peut vous permettre de générer du chiffre d'affaires. Voilà, on ne va pas vendre un accès à un site internet. En revanche, on peut générer du business avec une application. Par ailleurs, ce qui gouverne souvent les choix en faveur des applications iPhone ou Android, c'est le fait d'utiliser des technologies embarquées dans le téléphone, par exemple la boussole, pour en prendre une. Et ensuite, il y a également des critères de prix et de coût. Vous avez raison sur ces choix-là. Lorsque vous voulez développer lorsque vous êtes un éditeur institutionnel et que vous voulez développer une application pour un iPhone, si vous voulez l'offrir à l'ensemble de vos publics, il faut la redévelopper intégralement pour les plateformes Android en particulier. Donc, ce sont des critères aussi de coût, il y a des critères de technologie, il y a des critères de, comme disait Sébastien, de services offerts, soit sur une application, soit sur une version mobile de site, soit sur un site développé en responsive design. Mais le principal aspect là-dessus, au-delà du coût, c'est que aujourd'hui, la consommation d'Internet qui est faite par les internautes, elle se fait sur comme on le disait tout à l'heure, des outils différents, des devices différents. Et il est très compliqué pour un éditeur de site Internet d'imaginer ne pas offrir ses contenus à un internaute parce qu'il utilise un smartphone ou une tablette. Voilà. Ce qui préside aussi au lent mais sûr déclin d'une technologie comme le flash qui ne passe ni sur iPhone ni sur tablette et qui donc commence à être un petit peu abandonné par pas mal d'éditeurs. Sébastien, un mot pour conclure peut-être sur le responsive design?
Il y a quelque chose qu'il faut garder en tête quand on se lance dans un projet de ce genre et qui est moins vrai qui n'est même pas vrai du tout pour l'appli ou le site mobile, c'est que quand on décide de partir sur du responsive design, il faut le décider tout de suite, c'est-à-dire dès le début et même en allant plus loin, il faut commencer par concevoir l'interface mobile, c'est-à-dire partir de la plus contrainte, de celle qui offre le plus de... Et puis, ça oblige aussi les clients à se demander qu'est-ce qu'il y a de plus important sur mon site, parce que c'est ça qui apparaîtra sur la version mobile, et à la limite, en agrandissant la page, je vais rajouter ce qui est moins important, le superflu. Bon, bah merci de nous avoir éclairé sur ce thème. On passe à l'actu du mois. Alors ce mois-ci, Sébastien et André, qu'est-ce qui a attiré votre attention sur Internet? Je commence avec vous, Sébastien. Alors, moi qui suis resté un grand enfant, j'ai beaucoup aimé un petit module qui a été développé dans le cadre des 20 ans d'Euro Disney. Un petit module qui utilise toutes les données de Google Street View. Donc les gens ont peut-être vu toutes ces voitures qui se baladent dans les villes avec l'appareil photo à 360 degrés. Et bien, ils se sont basés sur cette immense base de données d'images pour construire un petit module assez ludique où on commence par rentrer son adresse. Alors, déjà, on voit qu'elle est pré-renseignée dans le module, donc ils ont dû, parce que ça marche pour le monde entier. Et à partir de là, on renseigne son adresse, il y a un petit temps de chargement, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit une espèce de silhouette géante de dingo qui se promène dans la ville, qui arrive dans ma rue, qui se rapproche de mon portail puis de ma fenêtre, que un petit enfant va voir depuis l'intérieur de mon appartement se pencher par la fenêtre et Dingo va ouvrir l'immeuble et venir chercher le petit enfant. Et donc on retrouve toutes les vues de sa rue, son immeuble, etc. J'ai trouvé ça assez amusant d'abord et assez bluffant. D'accord. André, vous, est-ce que vous avez trouvé quelque chose de Dingo, quelque chose sur Internet? Alors d'abord, Dingo, franchement, toute l'agence a adoré cette application et on y a tous passé du temps. Enfin voilà, c'est vraiment fantastique. Alors, on est resté des grands enfants, on aime aussi beaucoup l'amour. Chez Gaïa. Et ce qui m'a marqué récemment, c'est l'excellent manifeste de Stéphane Guéry, qui est le patron de Duke, qui est une agence que l'on aime beaucoup. Son manifeste s'intitule The Power of Dislike. Et donc, c'est un message adressé à Facebook, mais également à Google+, pour introduire un bouton dislike. Donc, on a le bouton like, on like. Il y a le bouton dislike. Donc, allez voir le site thepowerofdislike.com. 10 bonnes raisons, 10 bons arguments pour inciter les agences, les marques à engager un vrai dialogue qui ne soit pas que basé sur de faux bons sentiments. Je like et donc j'ai le droit de voir ce que tu me proposes. Alors justement, toutes les problématiques liées aux réseaux sociaux, ce sera le sujet de notre prochain rendez-vous. En attendant, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Anne. Merci. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de Studio 404.